Très bien, dit le maître. Revenons aux années 60. De longue date, le père d'Herry et moi étions amis intimes. J'ai une dizaine d'années de plus que lui, mais nous étions enseignants dans la même université, dans le même département. Notre tempérament et notre conception du monde étaient très différents, mais pour une raison ou une autre, nous nous entendions très bien. Nous étions tous les deux mariés tard, et peu après notre mariage, nous avions eu chacun une fille. Comme nous habitions dans les mêmes logements de fonction, nos familles se fréquentaient. Tout se passait aussi très bien dans notre travail. On nous présentait tous deux comme les intellectuels de pointe de l'époque. Les médias ne cessaient de publier notre photo. C'était pour nous une époque incroyablement passionnante. Pourtant, vers la fin des années 60, les choses ont commencé à sentir le roussi. Dans les années 70, les mouvements étudiants opposés au traité de sécurité nippo-américain se sont amplifiés. Il y a eu un blocus des universités, des affrontements avec les gardes mobiles, des luttes internes sanglantes et même des morts. La tournure des événements m'incita à démissionner. De toute façon, fondamentalement, le système universitaire ne me convenait pas, mais à cette époque, il m'a totalement dégoûté. Pour moi, être pour ou contre le système établi, cela revenait au même. Finalement, il ne s'agissait de rien de plus que de lutte entre organisations. Je n'avais plus aucune confiance en ce qui émanait d'une organisation, quelle que soit sa taille. À votre allure, jeune homme, à cette époque, vous ne deviez pas encore être étudiant. Lorsque je suis rentré à l'université, tout était rentré dans l'ordre. Comme on dit, la fête était finie. Oui, je suppose. Le maître leva les mains en l'air un instant, puis les reposa sur ses genoux. J'ai donc quitté l'université. Le père d'Herry, lui, en a été écarté 2 ans plus tard. À l'époque, il était adepte de la pensée révolutionnaire de Mao Tse-tung. Il soutenait la révolution culturelle qui se déroulait en Chine. Nous étions très peu informés à ce moment-là. Nous ignorions à quel point cette révolution culturelle était hideuse. Nous ne savions rien de ses côtés inhumains. Arborer le petit livre rouge était devenu une mode idéologique chez un certain nombre d'intellectuels. Le père d'Herry avait organisé une partie des étudiants et mis sur pied un groupe radical sur le modèle des gardes rouges. Il avait participé à la grève à l'université. Des adeptes venant d'autres facultés prenaient part à son mouvement. Le groupuscule qu'il a dirigé s'est beaucoup étoffé à un certain moment. À la demande des autorités de l'université, les gardes mobiles ont fait irruption dans l'enceinte universitaire. Ses étudiants et lui, retranchés à l'intérieur, ont été arrêtés et renvoyés devant une cour pénale. Ensuite, il a été révoqué. Herry était encore toute petite à l'époque. Je suppose qu'elle ne se souvient de rien. Fukaeri était silencieuse. Son père s'appelle Tamotsu Fukada. Après sa mise à l'écart de l'université, ce qui restait du noyau de ses gardes rouges, soit une dizaine d'étudiants, l'a suivi et est entré au cours Takashima. La plupart d'entre eux avaient été exclus de l'université. Il leur fallait bien un endroit où aller. Takashima n'était pas une si mauvaise solution de repli. À l'époque, les médias s'en étaient même fait l'écho. Vous en avez entendu parler ? Tengo secoua la tête. Non, jamais. La famille de Fukada était à ses côtés, enfin sa femme et Herry. Ils ont donc intégré Takashima. Savez-vous ce qu'était le cours Takashima ? Dans les grandes lignes, répondit Tengo. C'est une sorte de système communautaire dans lequel tout se fait collectivement, où l'on vit de l'agriculture, avec un accent particulier mis sur les produits laitiers qui ont commencé à se vendre dans tout le pays. Rien n'appartient à l'individu, tout au collectif. C'est bien ça. Fukada a cherché ce genre d'utopie dans le système de Takashima, dit le maître, le visage soucieux. Mais il va sans dire que dans le monde, ce type d'utopie n'existe nulle part. Pas plus que l'alchimie ou le mouvement perpétuel, ça n'existe pas. De mon point de vue, Takashima a produit des robots incapables de penser. Ils ont réussi à enlever de la tête des gens les mécanismes permettant de penser par soi-même. Un univers semblable à celui que George Orwell a décrit dans son roman.
Mais, comme vous le savez sans doute, sur Terre, il existe pas mal d'individus qui cherchent volontairement à vivre dans cet état de mort cérébrale. Parce que, n'est-ce pas, c'est plus confortable. Ils n'ont plus à réfléchir à des choses compliquées. Ils se contentent de faire ce qui leur a été ordonné d'en haut, sans rien dire. Ils ne sautent pas un repas. Pour ceux qui cherchent un tel environnement, le cours Takashima était à coup sûr une utopie sur Terre. Pourtant, Fukada n'est pas quelqu'un de ce genre. C'est un homme qui cherche à penser exclusivement avec sa propre intelligence, un homme qui vit pour la science. Il était donc incapable de se satisfaire d'un endroit comme Takashima. Bien sûr, Fukada le savait dès le début, mais pour lui, qui avait été chassé de l'université, avec à sa traîne ses étudiants beaux-parleurs, il n'y avait pas d'autre issue. C'était un refuge provisoire, mais je dirais plus. Ce qu'il voulait, c'était comprendre comment fonctionnait le système Takashima. D'abord, il devait tout apprendre des techniques agricoles. Fukada et ses étudiants étaient des citadins, ils n'y connaissaient strictement rien en matière d'agriculture, pas plus que moi en technologie des fusées. Aussi leur a-t-il fallu tout assimiler par la pratique, et ce depuis les rudiments. Puis, ils ont dû se familiariser avec les mécanismes de la distribution, ils ont découvert l'autarcie et ses limites, ou encore les règles concrètes de la vie en commun. Il leur a bien fallu 2 ans pour assimiler tout cela. Et encore, parce qu'ils s'y intéressaient et qu'ils apprenaient vite. Ils analysèrent précisément les qualités et les défauts de Takashima, après quoi Fukada, accompagné d'un groupe de jeunes gens, a repris son autonomie. « C'était bien Takashima » dit Fukaeri. Le maître sourit. Pour les petits-enfants, c'était sûrement un endroit où ils pouvaient être heureux. Mais quand ils devenaient adultes, que leur moi véritable se développait, pour beaucoup d'entre eux, la vie à Takashima se rapprochait de l'enfer. Leur désir spontané de penser avec leur propre tête était impitoyablement étouffé. On pourrait dire qu'on leur bandait le cerveau comme on a bandé les pieds. « Bander les pieds ?» demanda Fukaeri. En Chine, autrefois, on forçait les pieds des petites filles à entrer dans de tout petits souliers afin qu'ils ne grandissent pas, expliqua Tengu. Fukaeri, sans un mot, imagina la scène. Le maître poursuivit. Le noyau du groupe dissident dirigé par Fukada, bien entendu, c'étaient ses anciens étudiants, organisés sur le modèle des gardes rouges chinois, ceux qui avaient mené des actions en concertation avec lui. Mais d'autres voulurent les rejoindre. Cette faction dissidente fit boule de neige, et au total, leur nombre fut bien supérieur à ce qu'il avait imaginé. Autour de lui, il y avait aussi pas mal de gens qui étaient entrés à Takashima en pensant y trouver un idéal, mais qui étaient déçus de la réalité, qui se sentaient désespérés. Certains recherchaient une vie communautaire du genre hippie. Il y avait des étudiants de gauche, découragés après les combats à l'université, d'autres encore insatisfaits de la vie ordinaire, conventionnelle, qui étaient venus à Takashima en quête d'une nouvelle spiritualité. Beaucoup étaient célibataires, mais il y avait aussi des familles, comme celle de Fukada. En somme, un ensemble bigarré, un rassemblement de gens hétéroclites. Fukada s'efforça d'être leur leader, c'était un meneur né, comme Moïse pour les Hébreux. Il avait une intelligence aiguë, il était éloquent, il excellait dans ses jugements, c'était aussi une personnalité charismatique, physiquement une carrure imposante. Oui, voyons, à peu près comme la vôtre. Il était naturel que les gens les plaçaient à la tête de leur groupe et se soient ralliés à ses jugements. Le maître écarta les mains pour indiquer les dimensions imposantes de cet homme. Fukaeri observa la mesure que dessinait cet écartement, puis porta son regard sur la taille de Tengu, mais elle ne dit pas un mot. Fukada et moi sommes extrêmement différents, tant pour la personnalité que pour le physique. Lui est un chef depuis toujours, moi un loup solitaire. Lui est un animal politique, et moi j'ai toujours été apolitique. Lui est très grand, moi tout petit. Il a une belle prestance, moi je suis un humble savant avec une tête à la forme bizarre. Et malgré tout, nous étions des amis très proches.
Nous nous respections, nous nous faisions confiance. Sans exagérer, je dirais que c'est le seul ami que j'ai eu de toute ma vie. Le groupe dirigé par Fukada a eu comme dessein de trouver un village dépeuplé dans les montagnes de la préfecture de Yamanashi. Un village pratiquement inhabité, où les fermes n'avaient plus de successeurs et où ne restaient que des personnes âgées incapables d'assurer le travail des champs. Là, ils ont été en mesure d'acquérir des terres et des habitations pour une bouchée de pain. Ils ont même eu des serres en plastique. La mairie leur a également fourni une subvention, à condition qu'ils continuent à exploiter les terres cultivées déjà existantes. Durant les premières années, ils ont bénéficié d'un traitement de faveur sur le plan fiscal. S'est ajouté à cela le fait que Fukada disposait d'une source de financement personnel. Mais le professeur Ebizuno ne savait pas lui-même d'où provenaient ces fonds et quelle était leur nature. Fukada, très discret, n'a jamais livré son secret à personne à propos de cette source de financement. En tout état de cause, il avait amassé un capital important qui provenait de quelque part, indispensable au lancement de son projet communautaire, grâce auquel ses adeptes ont acquis du matériel agricole, acheté des matériaux de construction et mis de côté des fonds de réserve. Ils ont réparé les habitations existantes et construit les équipements indispensables à la vie de la trentaine de membres qui constituaient leur groupe. Cela, c'était en 1974. Ils appelèrent la nouvelle commune les précurseurs. Les précurseurs, songea Tengo. Il se souvenait d'avoir entendu ce nom, mais il ne parvenait pas à se rappeler en quelle occasion. Il ne pouvait chercher dans ses souvenirs. Ses nerfs étaient inhabituellement à vif. Le maître poursuivit son récit. Il leur fallut quelques années pour s'adapter à la nouvelle région. Fukada avait décidé que la gestion de la commune devrait être rigoureuse, mais tout se passa mieux qu'il ne l'avait prévu. Ils furent même favorisés par le climat et il arriva parfois que des voisins leur tendent une main secourable. Les gens avaient de la sympathie pour la personnalité honnête du leader Fukada, et ils étaient profondément admiratifs en constatant à quel point les jeunes précurseurs étaient durs à la tâche. Les habitants du coin les voyaient souvent et leur donnaient de bons conseils. De cette façon, ils acquirent une connaissance pratique du travail agricole et apprirent la manière de vivre en commun sur ces terrains. Fondamentalement, les précurseurs conservèrent la façon de faire qui leur avait été enseignée à Takashima. Cependant, ils inventèrent des procédés originaux. Par exemple, ils adoptèrent des méthodes de culture entièrement biologiques. Ils n'utilisèrent plus d'insecticides chimiques et cultivèrent les légumes uniquement à l'aide d'engrais organiques. Puis ils commencèrent à vendre des produits alimentaires aux classes aisées des villes, ce qui leur permettait d'augmenter leur marge bénéficiaire. Ils avaient frayé la voie à ce qui s'est appelé par la suite l'agriculture écologique. Ils avaient vu juste sur ce point. Beaucoup de membres du groupe avaient été élevés en ville, ils connaissaient parfaitement les attentes des citadins. Ces gens-là sont prêts à payer des prix élevés pour de beaux légumes très frais et non pollués. Ils mirent au point un système indépendant en signant un contrat avec une société de livraison, en simplifiant la distribution et en livrant rapidement en ville des produits alimentaires. Ce sont également eux qui furent les premiers, à l'encontre de l'opinion générale, à vendre des légumes aux formes irrégulières et couverts de terre. J'ai effectué plusieurs visites dans les fermes de Fukada et j'ai discuté avec lui, continua le maître. Il m'a paru pleinement heureux dans ce nouvel environnement qui lui permettait d'expérimenter des possibilités audacieuses. Cette époque a peut-être été pour lui la plus paisible, celle où ses espoirs se réalisaient. Sa famille aussi semblait bien s'accommoder de sa nouvelle vie. La réputation des précurseurs s'accroissait et le nombre de personnes qui espéraient se joindre à eux s'élargit. Leur nom fut de plus en plus connu par le biais des expéditions de leurs produits. Les médias les citèrent en exemple de communautés réussies. Les hommes qui veulent travailler à la sueur de leur front, en pleine nature, en fuyant le monde où l'on est assailli par le trop-plein d'informations et l'argent, ne sont pas rares.
Les précurseurs attiraient cette catégorie de gens. Les prétendants étaient soumis à un examen oral et ils devenaient membres s'ils pouvaient apporter leur contribution. Mais tout le monde n'était pas admis. Il fallait être sûr des qualités et de la moralité des candidats. Les personnes en bonne santé, aguerries aux techniques agricoles et résistantes au travail physique étaient les bienvenues. Ils accueillaient aussi les femmes afin de parvenir à une quasi-parité. Malgré l'augmentation de la population communautaire et le développement des entreprises agricoles, il restait aux alentours des terres cultivables disponibles et des habitations. Au début, les membres des exploitations agricoles étaient principalement de jeunes célibataires, mais peu à peu, un grand nombre de familles les rejoignirent. Parmi les nouveaux arrivants, beaucoup travaillaient dans des domaines spécialisés et avaient fait des études supérieures. Des médecins, par exemple, des ingénieurs, des enseignants, des experts comptables, ce type de profession. Ces personnes-là étaient bien accueillies dans la communauté. En effet, les spécialistes étaient utiles. Cette communauté avait-elle adopté le même système collectiviste primitif que celui de Takashima ? Demanda Tengu. Le maître secoua la tête. Non, Fukada avait renoncé à la propriété collective des biens. Même s'il était un extrémiste sur le plan politique, c'était aussi un homme à la tête froide, un réaliste. Il cherchait plutôt à promouvoir un communautarisme modéré. Il n'avait pas pour but de construire une société sur le modèle d'une fourmilière. Il avait élaboré un système divisé en un certain nombre d'unités. Les gens menaient une vie communautaire souple à l'intérieur de chacune de ces unités. La propriété individuelle des biens personnels était maintenue et jusqu'à un certain point, il y avait une répartition des rétributions. Si quelqu'un n'était pas satisfait de l'unité à laquelle il appartenait, il avait la possibilité d'en rejoindre une autre. Il était aussi possible de quitter les précurseurs. Les échanges avec l'extérieur se faisaient aussi en toute liberté. Il n'y a pratiquement pas eu de rééducation idéologique, ni rien qui ait ressemblé à du lavage de cerveau. Fukada avait appris de l'époque où il était à Takashima qu'avec un système bien aéré et naturel, on obtenait des rendements au travail bien meilleurs. Sous la direction première de Fukada, la gestion des exploitations agricoles des précurseurs fut mise en orbite correctement. Mais bientôt la communauté se scinda en deux factions distinctes. Cette scission était inéluctable de par le système souple d'unité qui avait été fixé. L'une, la faction combattante, était un groupe à visée révolutionnaire, avec comme noyau les gardes rouges autrefois formés par Fukada. La communauté agricole où ils vivaient n'était considérée que comme une étape préparatoire à la révolution. Ils se dissimulaient derrière leurs activités agricoles, mais quand le temps serait venu, ils prendraient les armes. Telle était leur position inébranlable. L'autre faction était de tendance modérée, et si ses partisans avaient en commun avec la faction combattante de s'opposer au système capitaliste, ils se tenaient à distance de la politique. Leur idéal était de mener une vie communautaire en autarcie au sein de la nature. Les partisans de la faction modérée étaient plus nombreux à l'intérieur des exploitations agricoles. La faction combattante et la faction modérée, c'était comme l'huile et l'eau. S'il n'y avait pas de vrai problème quant au travail agricole ordinaire, lorsqu'il s'agissait de décider de l'orientation générale, les opinions étaient toujours divergentes. Il devenait souvent difficile de trouver des compromis. Dans ces moments-là, de violentes polémiques s'élevaient. La scission n'était plus qu'une question de temps. La possibilité d'un compromis s'amenuisait de jour en jour. Bientôt, même Fukada fut finalement acculé à devoir choisir. À cette époque-là, lui aussi avait à peu près compris que, dans le Japon des années 70, ce n'était ni le lieu ni l'heure qu'advienne la révolution. Ce qu'il gardait en tête, au fond, c'était la révolution en tant que possibilité, ou plus encore, la révolution en tant que métaphore, en tant qu'hypothèse. Aussi était-il persuadé que l'exercice d'une pensée destructrice, anti-système, était indispensable à une société saine. En d'autres termes, comme une épice salubre.
Cependant, ce que voulaient les étudiants qu'il avait dirigés, c'était une révolution authentique, au cours de laquelle coulerait du sang véritable. Bien entendu, Fukada avait sa part de responsabilité. Il avait raconté à ses étudiants des histoires exaltantes sous la pression des circonstances, faisant naître ainsi dans leur tête ce mythe hasardeux. Il n'avait jamais dit « Si je parle de révolution, il faut l'entendre entre guillemets comme un concept et non comme une réalité ». C'était un homme honnête, très intelligent, très compétent dans sa spécialité. Malheureusement, il avait tendance à s'enivrer de sa propre éloquence, et il semblait manquer d'esprit positif et d'introspection à un niveau plus profond. C'est ainsi que la communauté des précurseurs se divisa en deux. La faction modérée demeura dans le village d'origine, celui des débuts. La faction combattante se déplaça dans un autre endroit, distant d'environ 5 kilomètres, où elle établit la base du mouvement révolutionnaire. La famille de Fukada et toutes les autres familles restèrent aux précurseurs. La séparation se fit de manière à peu près amicale. Il semble que Fukada s'arrangea pour trouver les fonds nécessaires à l'établissement des dissidents. Après la séparation, les deux établissements agricoles entretinrent une collaboration superficielle. Ils échangeaient des provisions indispensables et la circulation de leurs produits empruntait les mêmes réseaux pour des raisons économiques. Une aide réciproque était nécessaire à la survie des deux petites communautés. Mais très vite, le va-et-vient entre les précurseurs d'origine et les dissidents s'interrompit de fait. Leurs visées respectives étaient trop éloignées. C'est seulement entre Fukada et les étudiants extrémistes qu'il avait autrefois dirigés que les échanges se poursuivirent. Fukada se sentait une grande responsabilité vis-à-vis d'eux. C'est lui qui les avait organisés à l'origine et qui les avait entraînés jusque dans ces montagnes de Yamanashi. Il ne pouvait pas les abandonner simplement comme ça, par pure commodité. En outre, la source de financement secrète que détenait Fukada était indispensable à la communauté dissidente. Je dirais que Fukada était dans une situation ambivalente, continua le maître. Au fond de lui, il ne croyait plus à la possibilité de la révolution, ni à son romantisme. Pour autant, il ne pouvait pas la nier totalement. Nier la révolution, c'était nier aussi tout ce qu'ils avaient fait jusque-là. C'était reconnaître ses erreurs personnelles devant tout le monde, et ça, il en était incapable. Il était trop fier pour agir ainsi. D'autre part, il avait peut-être peur de provoquer de la confusion chez les précurseurs de la première heure. En effet, à ce stade, Fukada conservait encore un certain contrôle sur eux. C'est la raison pour laquelle il continua à vivre en faisant des allées et venues entre les précurseurs et la faction dissidente. Fukada remplissait son rôle de leader des précurseurs et parallèlement il conseillait la communauté dissidente combattante. C'était un homme pour qui, au fond, la révolution s'était terminée, mais qui continuait à prêcher les théories révolutionnaires aux autres. Les membres de la faction dissidente, à côté de leurs travaux des champs, se soumettaient à une éducation idéologique rigoureuse et s'entraînaient au maniement des armes. Politiquement, ils étaient de plus en plus radicalement opposés à la pensée de Fukada. Leur groupe était organisé de manière totalement clandestine et aucun élément extérieur n'y était admis. La police, chargée de la sécurité publique, les surveillait de loin, les considérant comme assez peu dangereux, malgré leurs déclarations sur une révolution armée. Le maître contempla encore une fois les genoux de son pantalon, puis il releva la tête. Les précurseurs se sont divisés en 1976. Erie s'est échappée des précurseurs et elle est venue se réfugier chez moi l'année suivante. Et c'est à cette époque que la faction dissidente a pris comme nouvelle appellation « l'Aube ». Tengo plissa les yeux. « Attendez un peu, dit-il. L'Aube. » Il se souvenait parfaitement d'avoir entendu ce nom. Il ne savait pas pourquoi, mais ses souvenirs étaient confus et incohérents. Il tâtonnait et tout ce qu'il retrouvait, c'était quelques fragments incertains qui avaient juste l'apparence de la réalité. Est-ce que par hasard cette aube n'a pas été mêlée il n'y a pas si longtemps à une affaire sérieuse ? Si,
Si, c'est exact, répondit le professeur Ebizuno. Puis il fixa Tengo d'un regard extrêmement grave. Les combats armés qui ont eu lieu contre des policiers dans les montagnes non loin du lac Motosu, c'était bien le fait de cette fameuse aube, bien sûr. Un combat armé, songea Tengo. Il se souvenait de cette histoire, une grosse affaire. Mais sans qu'il en sache la raison, il ne parvenait pas à se souvenir des détails. Le fil des événements s'embrouillait. Il s'efforça désespérément de se rappeler et eut alors la sensation que son corps entier se tordait puissamment, comme si la partie supérieure et la partie inférieure tournaient chacune dans un sens opposé. Au fond de son crâne, il ressentit de sourds élancements. L'air environnant commença soudain à se raréfier. Les sons étaient affaiblis et assourdis comme s'il se trouvait sous l'eau. Il semblait bien qu'il allait avoir une crise. « Que vous arrive-t-il » lui demanda le maître d'un air inquiet. Sa voix lui parvenait de très loin. Tengo secoua la tête, puis il réussit à articuler d'une voix étranglée. « Ça va aller mieux tout de suite. » Chapitre 11. Le corps est un temple. Très peu de gens, sans doute, pourraient se targuer d'avoir atteint la maestria avec laquelle Aomame envoyait un coup de pied aux testicules. Comme elle s'adonnait à des exercices quotidiens pour acquérir la bonne technique selon les différents types de coups, elle ne manquait certes pas d'entraînement pratique. Le plus crucial quand on cherche à viser les testicules, c'est d'éliminer toute timidité. Il convient d'attaquer son adversaire à son point le plus faible sans pitié, avec férocité, de manière foudroyante. D'agir à la manière de Hitler, lequel a envahi la Hollande et la Belgique au mépris de leur proclamation de neutralité, a lancé son attaque sur les défenses les plus faibles de la ligne Maginot et aisément contraint la France à capituler. Aucune hésitation ne doit être tolérée, une seconde d'atermoiement est fatale. Une femme, sinon, n'a pour ainsi dire aucun moyen de mettre hors de combat un homme plus grand et plus fort qu'elle. C'était là la conviction inébranlable d'Aomame. Ces attributs sensibles qui pendillent, si l'on ose dire, c'est la plus grande faiblesse des mâles. Et dans la plupart des cas, les hommes ne sont pas en mesure de les protéger. Il serait dommage de se priver de cet avantage. La souffrance que cause un coup de pied furieux dans les testicules, Aomame, bien sûr, ne pouvait la comprendre concrètement en tant que femme. Il lui était même impossible de l'entrevoir. Mais elle avait pu se faire une idée approximative de son intensité à la réaction et à la tête de ceux qui avaient été ainsi frappés. Que l'homme soit extrêmement vigoureux ou très résistant n'y changeait rien. C'était une douleur intolérable. Et il semblait aussi qu'elle s'accompagnait d'une perte de dignité considérable. On a comme l'impression que le monde touche à sa fin. On ne peut vraiment évoquer rien d'autre. Ce n'est pas une douleur ordinaire, avait dit un homme après réflexion quand Aomame lui avait demandé des explications. Elle avait longuement songé à cette comparaison. La fin du monde. En somme, pour le dire à rebours, la fin du monde imminente serait ressentie comme un grand coup de pied dans les testicules, c'est bien ça ? Avait demandé Aomame. Je n'en sais trop rien, étant donné que je n'ai pas vécu la fin du monde. Mais ça se pourrait bien, avait répondu l'homme, les yeux perdus dans le vague. On a juste un sentiment de totale impuissance. Tout est sombre et accablant, et il n'y a aucun secours à espérer. Un peu après, par hasard, Aomame regarda à la télévision le film « Le Dernier Rivage », diffusé tard dans la nuit. Un film américain qui datait des années 60. Une guerre totale avait éclaté entre l'Amérique et l'Union soviétique. Une énorme quantité de missiles atomiques volait superbement entre les continents comme des bancs de poissons volants. La planète allait être subitement anéantie. Le genre humain allait disparaître presque partout. Seule l'Australie était épargnée par la retombée des cendres radioactives mortelles grâce à une certaine direction du vent. Toutefois, ce n'était qu'une question de temps avant que les cendres atteignent aussi ce continent. La destruction du genre humain était inévitable.
Complètement impuissants, les survivants attendaient sur ces terres la fin imminente. Chacun vivait les derniers jours de sa vie sur un mode différent. Tel était le sujet du film, un film sombre et désespérant. Malgré tout, en le visionnant, Aomame eut de nouveau la certitude que tout un chacun, au fond de soi, attend l'arrivée de la fin du monde. Ah, voilà donc ce qu'éprouvent les hommes en recevant un grand coup de pied dans les testicules. Songeait-elle alors qu'elle regardait le dernier rivage, seule, au milieu de la nuit. Après être sortie d'une université de sport, Aomame travailla pendant environ 4 ans dans une société qui fabriquait des produits diététiques et des boissons pour sportifs. Elle était aussi leader dans l'équipe féminine de softball de sa société, remarquable à la fois comme lanceuse et comme 4e batteuse. L'équipe réalisa des performances suffisamment bonnes pour entrer à plusieurs reprises dans le Best 8 du tournoi national. Mais, lors du mois qui suivit la mort de Tamaki Ohotsuka, Aomame démissionna de son entreprise et mit fin à sa carrière de joueuse de softball. Désormais, elle n'avait plus aucune envie de pratiquer ce sport. Elle était aussi fermement décidée à changer de vie. Par l'intermédiaire d'une de ses aînées de l'époque de l'université, elle fut engagée comme institutrice dans un club de sport de Hiroo. Elle était essentiellement chargée de l'entraînement musculaire et des classes d'arts martiaux. C'était un club réputé pour son caractère haut de gamme, à la cotisation d'entrée et aux tarifs élevés, que fréquentaient de nombreuses personnalités. Aomame créa plusieurs cours d'autodéfense destinés aux femmes. C'était sa spécialité. Elle fabriqua un mannequin en tissu, à l'image d'un homme de grande taille, y cousit à l'entrejambe un gant de travail noir à la place des testicules et fit longuement s'exercer les femmes à frapper cet endroit précis. Pour que le tableau soit plus réaliste, on fourrait parfois 2 balles de squash dans le gant sur lesquelles il fallait porter des coups de pied répétés, rapides et impitoyables. Beaucoup de femmes se prêtaient à cet exercice avec un plaisir sans partage et leur progrès était remarquable. Mais certains trouvaient le spectacle fâcheux, des hommes principalement, bien sûr. La direction du club reçut des plaintes du genre « Est-ce que ça ne va pas un peu trop loin ?» Résultat, Aomame fut convoquée par le manager qui lui ordonna de cesser ses entraînements de frappe aux testicules. Pourtant, quand une femme est agressée par un homme, il lui est impossible de se protéger si elle ne le frappe pas précisément là, insista Aomame. La plupart des hommes sont plus grands et plus forts. Une attaque éclair aux testicules pour une femme, c'est la seule chance de gagner. C'est bien ce que Mao Tse-tung a dit. Cherchez et trouvez le point faible de votre adversaire. Prenez-le par surprise et écrasez-le. Sinon, la guérilla n'a aucune chance de vaincre les armées régulières. Comme vous le savez, ici, nous sommes en plein Tokyo, et notre club de sport compte parmi les plus éminents, lui rétorqua le manager, l'air soucieux. Beaucoup de nos membres sont des personnalités importantes. Nous devons préserver notre réputation. Notre image est essentielle. Une troupe de jeunes femmes qui s'exercent à lancer des coups de pied à l'entrejambe d'un mannequin en hurlant, quelle qu'en soit la raison, cela manque de dignité. Un certain nombre de gens avaient l'intention d'adhérer à notre club. Ils sont venus en visiteurs, ont vu à cette occasion ce qui se passait dans vos cours et ont renoncé à adhérer. Peu m'importe ce que racontent Mao Tse-tung ou Gengis Khan, pourquoi pas. La plupart des hommes ont jugé ce spectacle angoissant, vexant. Pour tout dire, répugnant. Que les membres masculins du club se sentent angoissés, vexés et dégoûtés laissait Aomame indifférente. Comparé à la souffrance d'un viol, leur malaise n'était-il pas ridicule? Il lui était cependant impossible d'aller à l'encontre des ordres de son supérieur. Le niveau des exercices de ses cours d'autodéfense dut être considérablement abaissé. On lui interdit d'utiliser le mannequin. Du coup, l'entraînement finit par n'être plus qu'une formalité sans réel intérêt pour Aomame, bien entendu, mais aussi pour les femmes qui exprimèrent leur mécontentement. Mais Aomame n'était qu'une employée sans aucun pouvoir. Selon elle, lorsqu'une femme est violemment agressée par un homme et qu'elle ne peut lui envoyer un grand coup de pied dans les testicules, il ne lui reste quasiment aucun expédient. Parce que la technique très savante, consistant à saisir le bras de l'agresseur sans qu'il s'y attende et à le lui tordre dans le dos, est impossible à réaliser au cours d'un combat réel qui survient à l'improviste. La réalité et le cinéma, c'est différent.
Plutôt que de tenter ce genre de choses, mieux vaut fuir à toutes jambes. En tout cas, Aomame connaissait une dizaine de techniques différentes pour frapper les testicules. Elle les avait testées sur ses collègues plus jeunes, munis de coques de protection. « Ça fait un mal de chien même avec la coque quand Aomame vous frappe aux couilles. Je vous en supplie, dispensez-moi de ça » implorait-il. Elle n'aurait pas hésité une seconde à mettre réellement en pratique ces techniques raffinées en cas de nécessité. Elle était tout à fait résolue, si l'un de ces salauds l'agressait, à lui révéler clairement ce qu'était la fin du monde, à bien lui faire voir en face la venue du royaume, à l'envoyer droit sur l'hémisphère sud, rejoindre les kangourous et les wallabies, et à faire pleuvoir sur lui une profusion de cendres radioactives. Aomame, plongée dans ses réflexions sur la venue du royaume, buvait par petites gorgées un Tom Collins au comptoir d'un bar. Elle faisait semblant d'avoir un rendez-vous et jetait de temps à autre un coup d'œil à sa montre. En réalité, elle n'attendait personne. Elle était venue là uniquement pour dénicher parmi les clients un homme qui lui conviendrait. Sa montre indiquait 20h30 passées. Sous sa veste marron Calvin Klein, elle avait enfilé une blouse bleu pâle et elle portait une mini-jupe bleu foncé. Ce jour-là non plus, elle n'avait pas pris son pic à glace spécial. Enveloppé dans une serviette, il reposait paisiblement dans un tiroir de son armoire. Ce bar de Roppongi était connu comme un établissement pour célibataires. Sa réputation tenait au fait que de nombreux hommes esseulés venaient là en quête de femmes solitaires, ou l'inverse. Il y avait aussi beaucoup d'étrangers. Sa décoration intérieure voulait donner l'image du bistrot que fréquentait Hemingway dans les Bahamas. Des espadons ornaient les murs et des filets de pêche étaient suspendus au plafond. On voyait aussi des photos souvenirs montrant des hommes et les énormes poissons qu'ils avaient attrapés. Et aussi une peinture, un portrait d'Hemingway, le joyeux papa Hemingway. Les gens qui fréquentaient ce bar ne semblaient pas se soucier de l'écrivain qui, plongé dans ces dernières années dans les angoisses de son intoxication à l'alcool, s'était suicidé avec son fusil de chasse. Ce soir-là, un certain nombre d'hommes avaient adressé la parole à Aomame. Aucun ne lui plaisait. 2 étudiants aux allures de playboy l'avaient invitée à les rejoindre, mais elle ne s'était même pas donné la peine de leur répondre. À un peu séduisant salaryman d'environ 30 ans, elle avait rétorqué sèchement « J'attends quelqu'un ». En général, Aomame n'aimait pas les hommes jeunes. Ils étaient arrogants, ils débordaient de suffisance, alors qu'avec eux, les sujets de discussion étaient pauvres, la conversation inintéressante. Et puis, au lit, ils se montraient avides et ignoraient ce qu'était le véritable plaisir sexuel. Ce qu'elle aimait, elle, c'étaient des hommes d'âge moyen, légèrement fatigués, dont les cheveux commençaient si possible à se clairsemer, qui ne soient pas vulgaires et qui soient propres. En outre, ils devaient avoir un joli crâne. Mais on ne rencontrait pas facilement des hommes de cette espèce. Elle était donc bien obligée d'accepter des compromis. Aomame regarda la salle et soupira silencieusement. Pourquoi donc n'arrivait-elle pas à découvrir un homme convenable en ce monde? Elle songea à Sean Connery. Au simple souvenir de la forme de sa tête, elle ressentit au fond d'elle-même de sourds élancements. Si Sean Connery surgissait à l'improviste, se disait-elle, je ferais n'importe quoi pour que ce soit moi qui l'ai. Néanmoins, il était impossible, cela allait sans dire, que dans ce bar pour célibataires de Roppongi, pâle reproduction d'un club des Bahamas, apparaisse Sean Connery. Sur un mur, un téléviseur grand écran diffusait une vidéo de Queen. Aomame n'appréciait guère la musique de Queen. Aussi essayait-elle autant que possible de ne pas regarder de ce côté. Elle s'évertuait également à ne pas écouter la musique qui sortait des haut-parleurs. Enfin, le morceau se termina, mais ce fut le tour d'Abba. « Ah là là », se dit Aomame, « je m'attends à une soirée épouvantable. » C'est au club de sport où travaillait Aomame qu'elle avait fait connaissance de la vieille dame de la résidence des Saules. Cette dernière avait fait partie de son cours consacré à l'autodéfense, de cette classe radicale qui avait connu une existence éphémère et où l'essentiel des exercices consistait à frapper un mannequin. Très petite,
Elle était la plus âgée des participantes, mais elle se déplaçait avec légèreté et avait aussi le coup de pied agile. Le cas échéant, cette femme n'hésitera pas à lancer un grand coup de pied dans les testicules d'un homme, avait pensé Ahomame. Sans paroles inutiles et sans louvoyer. Une attitude qu'appréciait Ahomame. À mon âge, il n'est plus vraiment nécessaire que je me protège d'un agresseur, avait-elle dit à Ahomame à la fin d'un cours avec un sourire délicat. Ce n'est pas un problème d'âge, avait répondu péremptoirement Ahomame. Le problème, c'est la manière dont on vit. Le plus important est d'être toujours en mesure de se protéger soi-même. Quand on se résigne à être agressé, ça ne vous mène nulle part. Le sentiment d'impuissance chronique finit par détruire un être humain. La vieille dame avait observé Ahomame un moment en silence. On aurait dit que ses paroles, ou sa façon de s'exprimer, lui avaient fait forte impression. Elle avait approuvé calmement. « Ce que vous dites est juste. C'est exactement cela en réalité. Je trouve votre façon de penser judicieuse. » Quelques jours plus tard, Ahomame avait reçu un courrier. La missive avait été confiée à la réception du club. Un mot se trouvait dans l'enveloppe, sur lequel la vieille dame, d'une écriture élégante, avait indiqué ses noms et numéros de téléphone. « Malgré vos occupations, je serai ravie que vous me contactiez quand vous le pourrez », était-il écrit dans la lettre. Au téléphone, ce fut un secrétaire, semblait-il, qui lui avait répondu. Dès qu'Ahomame s'était annoncé, il l'avait transféré sans un mot sur une ligne intérieure. La vieille femme l'avait remercié d'avoir appelé. Elle lui avait proposé d'aller dîner ensemble, ajoutant qu'elle aurait aimé lui parler tranquillement de quelque chose de personnel. « J'en serais enchantée », avait répondu Ahomame. « Eh bien, que diriez-vous de demain soir ?» avait proposé la vieille dame. Ahomame n'y avait pas vu d'objection. Elle s'était seulement sentie perplexe. De quoi pourrait donc parler cette femme âgée à quelqu'un comme elle? Elle s'était retrouvée dans un restaurant français situé dans le quartier tranquille d'Azabou. La vieille dame était cliente de ce restaurant depuis fort longtemps. Un serveur assez âgé, qui devait la connaître, l'avait guidée à la meilleure place, avec des manières particulièrement polies. Elle portait une robe unie d'une jolie coupe vert clair, qui paraissait être de Givenchy dans les années 60, et un collier en jade. Au cours du dîner, le gérant était apparu et l'avait salué respectueusement. Au menu figuraient de nombreux plats de légumes, des mets raffinés et légers. La soupe spéciale de ce jour, par hasard, était une soupe de pois. La vieille dame avait commandé un verre de chablis et Ahomame en avait fait autant pour l'accompagner. Un vin au bouquet élégant, aussi délicat que la cuisine. Ahomame avait choisi du poisson grillé, la vieille dame avait commandé des légumes uniquement. Sa manière de les manger était aussi esthétique qu'une œuvre d'art. « Lorsqu'on arrive à un âge avancé comme le mien, » avait-elle remarqué, « il suffit de peu de nourriture pour rester en vie. » Puis elle avait ajouté en plaisantant à moitié, « Alors, autant que faire se peut, je préfère qu'elle soit excellente. » Son désir était qu'Ahomame lui organise un entraînement individualisé. 2 ou 3 fois par semaine chez elle, serait-il envisageable qu'elle lui dispense des cours d'art martial? Et aussi, si elle le pouvait, de stretching. Bien sûr, tout cela est réalisable, avait répondu Ahomame. Pour les missions de training individuel, il suffit de les demander au secrétariat du club. Parfait, avait dit la vieille dame. Simplement, je voudrais que nous décidions de l'emploi du temps entre nous. J'aimerais éviter l'intervention d'un intermédiaire. Est-ce un problème pour vous? Non, pas du tout. Dans ce cas, pourrions-nous commencer la semaine prochaine? Avait demandé la vieille femme. Leur conversation à ce sujet s'était arrêtée là. La vieille dame avait repris. Ce que vous avez dit l'autre fois au club de sport, voyez-vous, m'a beaucoup impressionné. Quand vous avez évoqué le sentiment d'impuissance et que ce sentiment pouvait gravement affecter les hommes. Vous vous en souvenez? Ahomame avait acquiescé. Je m'en souviens. Puis-je vous poser une question? Avait-elle poursuivi. Une question directe, afin de nous épargner du temps. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Êtes-vous féministe, lesbienne?
Aomame avait rougi un peu, puis avait secoué la tête. Non, c'est simplement ma manière de penser, purement personnelle. Je ne suis ni féministe ni lesbienne. Très bien. Visiblement rassurée, la vieille dame avait porté à sa bouche du brocoli de manière extrêmement raffinée, l'avait mâché très élégamment et avait bu une petite gorgée de vin. Après quoi elle avait repris. À supposer que vous soyez féministe ou lesbienne, cela ne me dérangerait ni ne m'influencerait en rien. Mais, si j'ose dire, le fait que vous ne le soyez pas rend les choses plus simples. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je pense que oui, avait répondu Aomame. Aomame s'était alors rendue 2 fois par semaine chez la vieille femme pour lui donner des cours d'arts martiaux. Au temps où sa fille était encore petite, elle lui avait fait aménager une vaste salle d'exercice avec de grands miroirs pour ses leçons de danse classique. C'est là qu'à présent toutes deux exécutaient leurs mouvements rigoureux. La vieille femme était restée souple pour son âge, elle progressait rapidement. Elle avait été très attentive à bien entretenir son corps petit et mince tout au long des années. Aomame lui enseignait les rudiments du stretching et lui prodiguait des massages afin de détendre ses muscles. Aomame avait un talent tout particulier pour masser. Personne ne l'égalait dans cette discipline à l'université. Elle avait mémorisé le nom de tous les os et muscles du corps humain, connaissait parfaitement la fonction et les propriétés de chacun d'eux, savait comment les exercer et les entretenir. Pour l'homme, estimait-elle, le corps était un temple. Quoi qu'on y vénère, il fallait de toute façon le conserver le plus robuste et le plus propre possible. C'était chez elle une conviction inébranlable. À côté de la médecine sportive classique, un intérêt personnel l'avait poussée à acquérir les techniques de l'acupuncture, qu'elle avait étudiées plusieurs années durant auprès d'un maître chinois, de la manière la plus authentique. Ce professeur fut impressionné par la rapidité de ses progrès. Elle était désormais apte à pratiquer en professionnelle, lui dit-il un jour. Outre son excellente mémoire, Aomame possédait un immense désir d'étudier le plus précisément possible les fonctions du corps humain. Et plus que tout, elle avait, au bout de ses doigts, un instinct remarquable. De même que certaines personnes possèdent l'oreille absolue ou ont le pouvoir de découvrir des sources souterraines, les doigts d'Aomame étaient capables de pénétrer instantanément le point crucial, l'endroit subtil qui contrôle les fonctions corporelles. Et cela, personne ne le lui avait enseigné. Aomame le savait naturellement. Lorsque les exercices et les massages étaient terminés, Aomame et la vieille dame avaient coutume de bavarder un moment en buvant du thé. Tamaru le leur apportait sur un plateau en argent sur lequel étaient disposées les tasses et la théière. Durant le 1er mois, Tamaru n'avait pas prononcé la moindre parole devant Aomame, qui s'était sentie obligée de demander à la vieille dame si cet homme était muet. Une fois, la maîtresse de maison avait interrogé Aomame. Avait-elle dû, pour se protéger, mettre en pratique son fameux coup de pied dans les testicules? Cela m'est arrivé seulement une fois, avait répondu Aomame. Une seule. Avec succès? Ça a été efficace. Telle avait été la réponse prudente et laconique d'Aomame. Pensez-vous que cette technique serait valable sur Tamaru? Aomame avait secoué la tête. Sans doute pas. Monsieur Tamaru s'y connaît. On n'a aucune chance avec des gens qui savent deviner vos mouvements. La technique du coup de pied dans les testicules n'est valable que contre des amateurs, ceux qui n'ont pas l'habitude des vrais combats. Et donc, vous avez deviné que Tamaru n'était pas un amateur? Aomame avait choisi ses mots. Oui, je pense. Il a l'air différent des gens ordinaires. La vieille dame avait versé un peu de crème dans son thé. Elle avait lentement tourné sa cuillère dans sa tasse. L'homme que vous avez frappé cette fois-là était donc un amateur. Est-ce qu'il était grand? Aomame avait acquiescé sans prononcer un mot de plus. L'homme était bien bâti, il semblait fort. Mais il était arrogant et s'était laissé prendre par surprise, parce qu'elle était une femme. Jusque-là, il n'avait jamais reçu de coup de pied dans les testicules, surtout de la part d'une femme. Jamais il n'avait même envisagé que cela puisse lui arriver.
A-t-il été blessé? Non, il a eu très mal un certain temps, c'est tout. La vieille femme était restée silencieuse un moment, puis elle l'avait de nouveau questionné. Vous est-il déjà arrivé d'attaquer un homme, non pas simplement pour lui faire mal, mais dans le but de le blesser intentionnellement? Oui, avait répondu Aomame, peu rompu au mensonge. Vous pourriez me raconter dans quelles circonstances? Aomame avait secoué faiblement la tête. Excusez-moi, mais cela m'est difficile. Je comprends. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose dont on puisse parler aisément. Il n'est pas du tout indispensable que vous vous y forciez. Toutes deux avaient bu leur thé en silence, l'une et l'autre perdues dans leurs pensées respectives. Puis la vieille dame avait repris. « Mais si un jour vous aviez envie d'en parler, vous pourriez peut-être me confier ce qui est arrivé. » Aomame lui avait répondu. « Peut-être le pourrais-je un jour, en effet, mais il se peut aussi que je ne puisse jamais le faire. Honnêtement, je ne sais pas. » La vieille femme avait regardé Aomame un moment avant de reprendre. « Je ne vous interroge pas par curiosité personnelle. » Aomame avait conservé le silence. « Il me semble que vous gardez au fond de vous un poids, un fardeau très pesant. Je l'ai ressenti dès notre première rencontre. Vous avez un regard fort et déterminé. À vrai dire, en moi aussi, il y a quelque chose du même genre. Je porte en moi un lourd fardeau. C'est pourquoi je comprends. Inutile de vous presser, mais il serait préférable que vous puissiez faire sortir cela de vous. Je suis quelqu'un qui sait garder les secrets. J'ai aussi un certain nombre de moyens à ma disposition. Peut-être aurais-je la chance de vous être utile. » Lorsqu'Aomame s'était confiée à la vieille femme plus tard, cela lui avait donné l'occasion d'ouvrir une autre porte de sa vie. « Dites, qu'est-ce que vous buvez ?» lui demanda quelqu'un à l'oreille. C'est une femme qui lui parlait. Aomame revint à elle, leva la tête et regarda la jeune femme, les cheveux en queue de cheval dans le style des années 50, assise sur le tabouret à côté d'elle. Elle portait une robe à fin motif de fleurs et un petit sac Gucci à l'épaule. Les ongles parfaitement manucurés, vernis en rose pâle. Elle n'était pas vraiment grosse, mais son visage rond la faisait paraître potelée. Un visage aimable, une poitrine épanouie. Aomame se sentit un peu embarrassée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une femme lui adresse la parole. Ce bar était un endroit où les hommes parlaient aux femmes. « Un Tom Collins », répondit Aomame. « C'est bon ?»« Oui, plus ou moins. Mais ce n'est pas trop fort. On peut le faire durer en le buvant à petites gorgées. »« Pourquoi ce nom de Tom Collins ?»« Ah, ça je n'en sais rien, » dit Aomame. « C'est peut-être le nom de celui qui l'a préparé la première fois. Quoique l'invention ne me semble pas tellement extraordinaire. » La femme agita la main, appela le barman et lui dit qu'elle voulait elle aussi un Tom Collins. « Vous permettez que je m'asseye à côté de vous ?» demanda la femme. « Oui, c'est libre. »« De toute façon, maintenant, tu es déjà assise là, » pensa Aomame. « Mais vous attendiez sans doute quelqu'un » insista la femme. Sans lui répondre, Aomame l'observa en silence. Elle avait peut-être 3 ou 4 ans de moins qu'elle. « Vous savez, je n'ai pas ce genre de tendance, alors ne vous faites pas de soucis, » lui confia-t-elle en chuchotant. « Au cas où vous auriez des soupçons, moi aussi je préfère les hommes, comme vous. »« Comme moi ? Eh bien, quand on vient seul ici, c'est bien pour chercher un homme plutôt pas mal, non ? C'est de ça que j'ai l'air ?» La femme plissa un peu les yeux. « Je le devine, ici c'est un endroit pour ça. Mais nous ne sommes pas des professionnels. »« Non, bien entendu, » répondit Aomame. « Dites, ça ne vous intéresserait pas qu'on fasse équipe toutes les deux ? Pour les hommes, c'est plus facile, vous comprenez, d'adresser la parole à 2 filles. Et pour nous, ce serait plus agréable d'être 2. Et puis un peu plus rassurant, non ? Moi, je donne une impression un peu plus féminine, et vous avez une allure décidée, un peu garçonne. Je crois qu'à nous 2, on devrait former un tandem plutôt réussi. » « Garçonne »
songea Aomame. C'était la première fois qu'elle s'entendait qualifier ainsi. Mais même si on fait équipe, ça ne nous empêche pas d'avoir des goûts différents en matière d'hommes. Ça pourrait bien marcher, après tout. La femme tordit un peu les lèvres. Oui, sûrement. D'ailleurs, les préférences... Au fait, vous, quel type d'homme aimez-vous? Si possible, des hommes d'un certain âge, répondit Aomame. Je ne raffole pas des jeunes. J'aime les types un peu chauves. Ah! Ah bon, d'un certain âge? Fit la femme, l'air admiratif. Moi, je dirais que j'aime les garçons beaux, jeunes et vigoureux. Je ne suis pas trop attirée par les hommes un peu âgés, mais à vous entendre, je devrais peut-être essayer si l'occasion se présente. Ce serait une expérience. Ils sont bien, les types un peu vieux? Enfin, je veux dire, pour le sexe. Ça dépend des hommes, j'imagine. Évidemment, fit la femme. Puis elle plissa les yeux comme si elle vérifiait quelque théorie. On ne peut pas généraliser sur la question, bien sûr. Pourtant, qu'est-ce que vous en diriez dans l'ensemble? Ils ne sont pas mauvais. Avec eux, ce n'est pas une question de fréquence. Ils prennent leur temps. Ils ne sont pas pressés. Avec de la chance, ils peuvent nous faire jouir plusieurs fois. La femme réfléchit un instant. D'après ce que vous dites, ça me donne plutôt envie. Je devrais essayer une fois. Comme vous voudrez, dit Aomame. Dites-moi, avez-vous déjà essayé le sexe à 4, en changeant de partenaire au milieu? Non. Moi non plus, jamais. Ça vous tenterait? Je ne crois pas, répondit Aomame. Bon, ce serait peut-être bien de faire équipe, mais si nous devons agir en duo, ne serait-ce que temporairement, j'aimerais vous connaître un peu mieux. Sinon, l'affaire risque de capoter au milieu. Mais oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison. Que souhaitez-vous apprendre sur moi? Eh bien, par exemple, qu'est-ce que vous faites comme travail? La femme avala une gorgée de son Tom Collins et reposa son verre sur le dessous de verre. Puis elle se tapota la bouche avec la serviette en papier et examina les traces qu'avait laissées son rouge à lèvres. « Vous savez, c'est vraiment bon ce truc », dit la femme. « La base, c'est bien du gin? Gin, jus de citron et soda. On ne dira pas que c'est une invention extraordinaire, mais le goût est réussi. Si ça vous plaît. Bon, alors, qu'est-ce que je fais comme travail? Là, c'est une question un peu délicate. Si je vous le dis franchement, vous ne me croirez peut-être pas. Eh bien, je vais d'abord vous parler du mien, dit Aomame. Je travaille comme prof dans un club de sport, principalement d'arts martiaux et de stretching. Des arts martiaux? S'exclama la femme impressionnée. Comme Bruce Lee? Genre. Et vous êtes forte là-dedans? Plutôt. La femme sourit avec grâce, puis leva son verre comme si elle trinquait. Si ça se trouve, nous allons former une équipe invincible. Moi, malgré mon apparence, j'ai pratiqué l'aïkido très longtemps. Et pour tout vous avouer, je suis policière. Policière, répéta Aomame. Elle resta la bouche entr'ouverte sans trouver d'autres mots. Je travaille à la préfecture de police. Je n'en ai pas l'air, hein? Dit la femme. Non, absolument pas. Si, je vous assure, sérieux. Je m'appelle Ayomi. Et moi, Aomame. Aomame, c'est votre vrai nom? Aomame approuva de la tête avec un air grave. Alors, vous portez l'uniforme, vous avez un pistolet, vous conduisez une voiture de police, vous faites des patrouilles dans les rues, c'est ça? C'est ce qui m'a attirée dans ce métier, mais, en réalité, on ne me laisse rien faire de tout ça, déclara Ayomi. Puis, elle croqua un des petits bretzels salés disposés dans une coupelle. Mon travail consiste à porter un uniforme pour la comédie, à conduire une mini-voiture de police pour contrôler les voitures mal garées, c'est tout. Évidemment, je n'ai pas droit à un pistolet ou à une arme quelconque. On n'a tout de même pas besoin de tirer en l'air pour intimider les braves citoyens qui ont garé leur Corolla Toyota devant une bouche d'incendie. J'avais pourtant de bons résultats au cours des entraînements de tir, mais tout le monde s'en fiche. Simplement parce que je suis une femme. Tout ce que je dois faire chaque jour, c'est écrire à la craie sur l'asphalte l'heure et le numéro d'immatriculation.
À propos de pistolet, vous avez déjà tiré avec un Beretta semi-automatique? Oui, c'est l'arme dont tout le monde se sert aujourd'hui. Pour moi, le Beretta, c'est un petit peu lourd. Quand il est chargé, il pèse pas loin d'1 kilo, il faut dire. Son poids total est de 850 grammes, précisa Aomame. Ayumi regarda Aomame à la manière d'un prêteur sur gage qui évaluerait une montre. Dites, Aomame, comment se fait-il que vous connaissiez ce genre de détails? Je me suis toujours intéressée aux armes, répondit Aomame. Bien sûr, je n'ai jamais réellement utilisé ces armes-là. Ah bon, fit Ayumi d'un air convaincu. Moi aussi, en fait, j'aime bien tirer au pistolet. Le Beretta est lourd, c'est vrai, mais comme le contre-coup n'est pas aussi important que celui des vieux modèles, à force d'entraînement, même une femme petite peut le manipuler sans problème. Mais aux yeux des chefs, non, ils pensent que non. Pour eux, une femme armée, ça n'est pas possible. Les hauts gradés de la police, c'est tous des machos, de vrais fascistes. Pourtant, moi, je réussissais très bien avec les matraques. La plupart des hommes n'arrivaient pas à me battre. Mais ils n'en faisaient aucun cas. Tout ce qu'ils étaient capables de sortir, c'était des insinuations obscènes. Du genre, elle sait bien s'y prendre, hein, pour empoigner la matraque. Ou alors, si tu veux qu'on fasse un vrai exercice avec, vas-y, dis-le-moi, te gêne pas surtout. Tous ces pauvres types, ils ont 1 siècle et demi de retard. Là-dessus, Ayumi sortit de son sac des Virgin Slim, planta une cigarette entre ses lèvres d'une main experte et l'alluma avec un fin briquet en or. Puis elle souffla lentement la fumée en direction du plafond. « À l'origine, pourquoi avez-vous voulu entrer dans la police ?» demanda Aomame. « Ce n'était pas mon intention première, pas du tout. Mais je ne voulais pas faire un travail ordinaire dans un bureau. Je n'avais pas non plus de talent particulier. Alors mon choix était limité. Donc, en 4e année d'université, j'ai passé l'examen pour entrer à la préfecture de police. En plus, dans ma famille, il se trouve qu'il y a beaucoup de policiers. Mon père, mon frère aîné et aussi un oncle. La police, vous voyez, c'est un système qui fonctionne surtout en vase clos. Du coup, qu'il y ait des policiers dans ma famille, ça m'a aidé à être admise en priorité. La grande famille de la police. Oui, un truc de ce genre. Mais en fait, avant d'y être vraiment, je ne savais pas qu'il y avait une telle discrimination sexuelle. Dans ce monde-là, les femmes sont des citoyennes de seconde zone. On les cantonne dans des tâches complètement inintéressantes. Surveiller les infractions à la circulation, s'occuper de la paperasse en étant vissées à leur table, expliquer les règles de la sécurité aux enfants des écoles primaires, pratiquer les fouilles des suspects féminins. Alors que les hommes qui sont clairement moins compétents, on les laisse évoluer, les uns après les autres, vers des postes à responsabilité. Là-haut, ils professent les grands principes de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Mais, dans la réalité, ce n'est pas aussi simple. Les femmes finissent par manquer complètement d'ardeur au travail. Vous comprenez, hein? Aomame compatit. À force, tout ça me monte à la tête, franchement. Et vous n'avez pas de petite amie? Ayumi fit la grimace, puis elle fixa longuement la mince cigarette coincée entre ses doigts. Quand on devient une femme flic, c'est difficile sur le plan pratique d'avoir un amoureux. Les horaires de travail ne sont pas réguliers, alors ça ne coïncide pas avec les heures de travail d'un salarié normal. Et même si ça marche à peu près bien, dès qu'il comprend que je suis flic, le petit copain lambda, il se dépêche de reculer, comme les crabes qui s'enfuient sur la plage. C'est terrible, vous ne trouvez pas? Aomame approuva d'un hochement de tête. Alors bien sûr, on peut se trouver un chéri au travail, mais là non plus, il n'y a aucun type vraiment à la hauteur. Rien que de pauvres minables qui lâchent des blagues obscènes. Ils sont soit idiots de naissance, soit totalement arrivistes. Ce sont pourtant ces types-là qui garantissent la sécurité de la société. L'avenir du Japon n'est pas rose, croyez-moi. Mais vous êtes mignonne, et vous avez sûrement du succès auprès des hommes, s'exclama Aomame. Oui, un certain succès, tant que je ne dis rien de mon métier. Alors du coup, quand je suis dans des endroits comme celui-ci, je raconte que je travaille pour une société d'assurance. Vous venez souvent ici?
Souvent, c'est exagéré. De temps en temps, répondit Ayumi. Puis, après quelques instants de réflexion, elle ajouta, comme en confidence, « Parfois je sens que j'ai envie de faire l'amour. Pour le dire franchement, j'ai besoin d'un homme. Enfin, je ne sais pas trop pourquoi, ça m'arrive périodiquement, voilà. Alors dans ces moments-là, je me fais élégante, je mets des dessous sexy et je viens ici. Je me trouve un partenaire qui me convient et je baise toute la nuit. Ensuite, je me sens plus tranquille pendant un certain temps. C'est juste un désir sexuel sain. Je ne suis pas du tout une nymphomane ou une obsédée sexuelle. Et une fois que c'est fait, ça va. Je me sens délivrée de tous mes soucis. Le lendemain, je retourne au boulot et je repars en chasse des voitures mal garées. Et vous? Aomame buvait tranquillement son verre de Tom Collins. Eh bien, c'est à peu près pareil. Vous n'avez pas de petit ami régulier? J'ai décidé une fois pour toutes que non, c'est trop compliqué. Toujours le même homme, ça vous complique la vie. Oui, c'est ça. Mais de temps en temps, vous avez envie de le faire, au point que ça devient insupportable, dit Ayumi. Quand j'ai envie de me délivrer, ça me convient mieux comme expression. Vous voulez dire de passer une nuit grandiose? Oui, dit comme ça aussi, ce n'est pas mal. En tout cas, si c'est l'affaire d'une nuit, mieux vaut un type que vous pouvez oublier le lendemain. Aomame acquiesça. Ayumi, accoudée sur la table, la joue dans la main, réfléchit un instant. Nous avons peut-être pas mal de choses en commun. Peut-être bien, confirma Aomame. Simplement toi, tu es dans la police et moi je tue des hommes. Par rapport à la loi, nous sommes sur deux versants opposés. Et ça, pas de doute, ça fait une grosse différence, songea-t-elle. Alors, on fait comme on a dit? Proposa Ayumi. Nous travaillons toutes deux dans la même société d'assurance, son nom reste secret. Vous, Aomame, vous êtes l'aînée et moi la cadette. Et comme on a eu une journée difficile au bureau, nous sommes venus ici pour boire et nous détendre. Et ça nous a permis de retrouver un peu de notre bonne humeur. Ce genre de scénario vous convient? Oui, mais je n'y connais rien en assurance. Pour ça, faites-moi confiance. Raconter des histoires, c'est ma grande spécialité. Je vous fais confiance, dit Aomame. À propos, à la table juste derrière nous, il y a deux hommes d'âge moyen. Depuis tout à l'heure, ils parcourent la salle avec des yeux gourmands, dit Ayumi. Aomame se retourna dans un mouvement très naturel. Elle vit les deux hommes, à l'allure de salarymen, en costume cravate, qui étaient sans doute venus passer un peu de bon temps après le travail. Les costumes n'étaient pas trop fatigués, les cravates étaient plutôt de bon goût. Au moins, ils n'avaient pas l'air sales. L'un des deux avait plus de 40 ans, l'autre semblait en avoir un peu moins. Le plus âgé avait un visage ovale et maigre, son front se dégarnissait. Le plus jeune était du genre à avoir joué dans l'équipe universitaire de rugby et à s'être mis à grossir récemment par manque de pratique. Ses traits conservaient des restes de jeunesse, mais ils s'épaississaient autour du menton. Tous deux riaient en buvant des whisky à l'eau, mais il était évident que leurs regards, mine de rien, furetaient dans tout le bar. Ayumi analysa le tandem. À ce que je vois, ce ne sont pas des habitués de ce type d'établissement. Ils sont venus pour s'amuser, mais ils ne savent pas comment aborder les femmes. En plus, ils sont sans doute mariés. Ils donnent un peu l'impression d'avoir mauvaise conscience. Aomame admira sa précision de jugement. Comment avait-elle réussi à deviner tout cela en si peu de temps, et en bavardant avec elle qui plus est? Elle avait peut-être bien l'esprit policier, après tout. Aomame, il vous plaît celui qui n'a plus beaucoup de cheveux? Parce que moi je prends le plus costaud, ça ne vous dérange pas? Aomame se retourna encore une fois. La forme de la tête de l'homme qui se dégarnissait n'était pas trop vilaine. Bien sûr, à des années-lumière de celle de Sean Connery. On lui donnerait tout juste la moyenne. Mais bon, c'était une nuit où la seule musique c'était Queen et ABBA. Le luxe, ce serait pour une autre fois. Bon, d'accord. Mais comment faire pour qu'il nous parle? Pas question d'attendre tranquillement jusqu'à l'aube. Nous allons prendre les devants. Gracieusement, amicalement et surtout positivement.
déclara Ayumi. Vous êtes sérieuse? Bien sûr. Je vais aller les trouver et faire des présentations rapides. Faites-moi confiance, Aomame. Attendez-moi ici, ajouta Ayumi. Elle but avec énergie une gorgée de Tom Collins et se frotta les mains vigoureusement. Après quoi, elle remit son sac Gucci à l'épaule et afficha un grand sourire. Eh bien, voici venue l'heure des matraques.